Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. À quoi ressemblera la France après le 7 juillet ? Depuis l'annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale suite à la déroute de son camp aux élections européennes, c'est la question qui occupe tous les observateurs de la vie politique. Sur les plateaux de télévision, dans les rédactions parisiennes, on se demande si le Rassemblement national parviendra à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée, si l'union de la gauche parviendra à lui damer le pion, ou si la Macronie sera en mesure de sauver les meubles et pourquoi pas de conserver le pouvoir en se trouvant des alliés parmi ceux qui, de Raphaël Glucksmann à François Hollande, font aujourd'hui campagne contre elle. Bref, ça déblatère beaucoup sur une situation inattendue, produit d'une crise de l'organisation sociale que l'on a longtemps refusé de regarder en face et dont on peine encore aujourd'hui à mesurer la profondeur. Et pendant ce temps, dans le pays réel, de manière plus pragmatique, on s'inquiète du chaos provoqué par Emmanuel Macron et d'une situation instable qui, on le sait bien, ne se calmera pas par miracle au soir du second tour, et ce, quels que soient les résultats électoraux de chacun. Partout, l'heure est donc à l'incertitude. Et c'est pour apaiser l'angoisse que cette incertitude pourrait générer qu'ici, au Fil d'actu, nous allons briser le suspense et vous révéler dès maintenant qui gouvernera la France d'ici 15 jours. Et ce, quels que soient les résultats précis qui sortiront des urnes. Car oui, nous le savons, et ce, de manière à peu près certaine. Non pas parce que nous posséderions des dons de voyance que nous vous avions cachés, mais bien parce que on peut le déduire d'une analyse rigoureuse de la situation politique, économique et sociale de notre pays. Cette analyse, nous allons donc la partager avec vous sans tarder. Et si elle vous semble pertinente, on vous invite, après avoir visionné cette vidéo, à soutenir notre travail de médias 100% indépendants à hauteur de quelques euros par mois via le lien vers notre page Tipeee de financement participatif que vous trouverez sous cette vidéo. Mais ça, ce sera après visionnage si vous jugez que cela en vaut la peine. Pour le moment, on vous explique en exclusivité qui gouvernera notre pays à compter du 8 juillet. Depuis la dissolution, notre pays est donc entré dans une phase d'agitation politique intense, comme il n'en a pas connu depuis longtemps. En seulement quelques jours, nous avons vu des partis politiques se désintégrer, presque littéralement, tandis que d'autres s'engageaient dans des alliances avec ceux envers qui ils n'avaient pas de mots assez durs la veille encore pour se remettre à les insulter sitôt les accords électoraux signés. Nous avons vu des anciens présidents que nous croyions définitivement enterrés revenir dans le jeu politique, des aspirants présidents à qui l'on prédisait un grand avenir se faire enterrer à leur tour, et des personnes encore récemment engagées dans les plus hautes sphères de la majorité s'engager à faire abroger, en échange d'un strapontin, les réformes qu'ils avaient eux-mêmes mises en œuvre il y a à peine un an. Aurélien Rousseau, c'est pour vous. Nous avons vu des stars de la télé-réalité, connues pour faire la promotion de vaginoplastie, poser avec des députés de la nation et des cohortes de chanteurs, footballeurs, artistes et autres influenceurs se reconvertir en spécialistes de la vie politique, s'imaginant légitimes à dire aux Français pour qui voter. Et pourtant, il se pourrait bien que tout ce bruit, toute cette agitation ne serve absolument à rien, l'avenir du pays se jouant en réalité bien loin des théâtres d'arrangements minables que constituent les sièges des partis politiques. Car pendant que les médias commentaient le cirque électoral, dans d'autres milieux, d'autres décisions étaient prises. Des décisions qui risquent fort de contraindre le futur Premier ministre de la France, quel qu'il soit, à remiser ses promesses au placard pour servir les véritables maîtres du jeu. Ceux qui, parce qu'ils possèdent la dette de la France, sont à même de lui imposer l'agenda politique qui sert au mieux leurs intérêts, au mépris total de la volonté populaire et de la démocratie. Ainsi, dès le lendemain de l'annonce de la dissolution, les marchés financiers commençaient à spéculer contre la France, revendant ses titres de dette pour faire artificiellement grimper ses taux d'emprunt. Les agences de notation, elles, menaçaient notre pays d'une potentielle nouvelle dégradation de sa note selon les résultats des législatives, prélude à une nouvelle explosion des intérêts de la dette.
Et le 18 juin dernier, la Commission européenne recommandait contre la France une procédure pour déficit excessif. Première étape vers des sanctions économiques si le futur gouvernement ne suivait pas l'automne prochain les recommandations de l'UE en matière de politique budgétaire. Plusieurs signaux envoyés pour un même message parfaitement clair. Quel que soit le parti ou la coalition qui gouvernera la France, quel que soit le nom du Premier ministre, il lui faudra passer sous les fourches caudines de ses créanciers et mener une politique extrêmement restrictive sur le plan budgétaire, ce qui aura pour effet de restreindre considérablement ses marges de manœuvre pour mener à bien un programme s'éloignant de la doxa économique. Plus qu'une mise en garde, c'est en réalité un ultimatum qui est lancé à la future majorité. Si vous décidez de n'en faire qu'à votre tête et de mener une politique s'éloignant des préconisations des marchés et de leurs représentants, quand bien même auriez-vous été élu sur une telle promesse, alors ces mêmes marchés n'hésiteraient pas une seconde à attaquer la France de manière frontale. Une attaque qui peut nous sembler ici abstraite, car nous parlons ici de mise sous tutelle par des organismes financiers internationaux et pas de bombes pleuvant sur Paris, mais qui aurait en réalité des conséquences matérielles catastrophiques, comme une chute brutale, inimaginable, du niveau de vie de millions de Français. Tâchons d'expliquer cela en partant du fait qu'aujourd'hui, vous l'avez sans doute à minima déjà entendu dire, la France souffre d'un problème majeur d'endettement public. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement que depuis maintenant plusieurs décennies, ou plus exactement depuis 1975, chaque année, l'État français dépense plus d'argent pour financer ses politiques qu'il n'en collecte via les taxes et autres impôts. Chaque année, depuis 1975, l'État connaît donc ce que l'on appelle une situation de déficit budgétaire. Cumulés d'une année sur l'autre, les déficits forment la dette de l'État. Car quand l'État est en déficit, cela ne signifie évidemment pas sa faillite. Quand l'État est à court d'argent, quand il a besoin de se financer, il le fait en empruntant sur les marchés financiers. Pour faire simple, il émet ce que l'on appelle une obligation, un titre de créance dont il s'engage auprès de son acheteur à rembourser le montant, augmenté d'un intérêt dont le niveau dépend de l'offre et de la demande à une échéance fixée à l'avance. C'est un moyen pour un État d'affronter une année difficile où les rentrées d'argent n'ont pas été au rendez-vous ou où il s'est retrouvé confronté à des dépenses imprévues. Voilà la théorie, car comme nous l'avons dit, dans les faits, cela fait exactement 49 ans que la dette est devenue un mode de financement ordinaire pour l'État français, qui, chaque année, fait, comme on dit, rouler sa dette. Dès qu'une créance arrive à échéance, il émet de nouvelles obligations afin de pouvoir la rembourser, avec, à chaque fois, un nouveau taux d'intérêt. Ainsi, année après année, la dette se creuse-t-elle encore et encore et encore. Réduire les dépenses publiques et faire baisser le poids de la dette, qui dépasse désormais le seuil symbolique des 3 000 milliards d'euros. Nous avons fait un travail formidable pour redresser notre économie depuis près de 7 ans. Vous dites formidable malgré tout ce qu'on vient de... Oui. Mais ce système peut-il tenir indéfiniment ? En théorie, oui, précisément grâce à la possibilité offerte aux États de faire rouler leur dette. En fait, la seule limite théorique est ici celle de la confiance des investisseurs. Si, à un moment, ceux qui achètent des obligations, la plupart du temps des fonds internationaux gérant les finances de millions de particuliers, ont l'impression qu'un État n'est plus en mesure de tenir ses arrangements, les fameuses agences de notation faisant partie des acteurs supposés éclairer leur choix, alors plus aucun investisseur ne va vouloir continuer de lui prêter, sinon à des taux nettement plus élevés qu'avant, correspondant au prix du risque estimé. Confronté à des taux crevant les plafonds, un État peut alors très rapidement se retrouver dans une situation ingérable, où il n'est plus à même de rembourser ses engagements. Dès lors, une partie de sa dette se retrouvera prise en charge par des institutions financières, telles que la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, qui imposeront alors aux États des mesures drastiques de réduction des dépenses. Et ces mesures peuvent constituer une purge si violente qu'elles peuvent avoir pour effet d'asphyxier littéralement l'économie d'un pays et le pays lui-même. C'est exactement ce qui est arrivé à la Grèce il y a une quinzaine d'années, suite à la crise de la deuxième moitié des années 2000.
Des travailleurs, des retraités, virent alors du jour au lendemain leurs revenus être amputés de 40%. Des milliers de fonctionnaires, professeurs, soignants, policiers furent parfois licenciés sans préavis, là aussi du jour au lendemain. Pour se renflouer, la Grèce fut même contrainte de vendre ses infrastructures stratégiques, comme le port du Pirée, à des entreprises chinoises. Et encore aujourd'hui, le niveau de vie moyen en Grèce est moins élevé qu'il ne l'était avant la crise. L'aide européenne n'a pas été gratuite, sa contrepartie ce sont des mesures d'austérité avec pas moins de 450 réformes en 8 ans. Le niveau de vie des Grecs s'est effondré, les retraites ont baissé plus de 10 fois depuis 2011, certaines ont même été divisées par 2. La pauvreté a aussi augmenté puisque aujourd'hui près d'un tiers des Grecs vivent sous le seuil de la pauvreté et puis aussi un impact sur la précarité puisque même si la Grèce crée à nouveau des emplois, eh bien la plupart de ces emplois sont des emplois précaires. Près de la moitié des nouveaux emplois qui sont créés sont des emplois à temps partiel. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire que la Grèce soit totalement tirée d'affaire. Elle doit poursuivre ses efforts, notamment structurels. Aucun relâchement n'est possible, mais elle est indéniablement bien engagée maintenant sur la voie d'une croissance durable et inclusive qui permet aussi des mesures sociales. Et je pense qu'on doit vraiment tous s'en réjouir. Alors, la dette est-elle un problème ? En fait, pas pour tout le monde. Ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'en réalité, l'endettement des États constitue pour les milieux financiers une véritable bénédiction. Car, étant donné qu'un État ne peut pas faire faillite, qu'il peut faire rouler sa dette, et qu'il y aura toujours des institutions pour prendre le relais et faire passer les peuples à la caisse en cas de besoin, les obligations constituent en réalité un placement incroyablement sûr. Donc, si demain, tous les États arrivaient à se financer sur fonds propres, ceux-là même qui nous préviennent aujourd'hui contre un endettement excessif se retrouveraient en vérité dans la mouise, car plus rien alors ne justifierait qu'on leur verse de juteux intérêts, et ils se retrouveraient privés d'un outil majeur de captation de richesses. Mais au-delà de cet aspect immédiat, la dette possède pour les financiers un second avantage. C'est pour eux un formidable moyen de tenir les gouvernements entre leurs mains et d'imposer aux États la prise de mesures politiques destinées à les favoriser. Imaginons par exemple que demain, un gouvernement élu engage une politique défavorable à la finance, par exemple en remettant en cause la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, ou qu'il prône des mesures faisant obstacle au profit. Alors, la dette se transformera en instrument de chantage, en un moyen de tordre le bras à la volonté politique sortie des urnes. Pour éclairer cela, il nous faut une fois encore revenir à l'exemple grec. Après la purge que nous venons d'évoquer en 2015, un jeune homme politique appelé Alexis Tsipras, dont le parti était cité en exemple par Jean-Luc Mélenchon, fut porté au pouvoir, sur la promesse de rompre avec les exigences de la finance, d'augmenter les salaires, les minima sociaux et de remettre en place les services publics détruits par ce que les Grecs appelaient la Troïka, le FMI, la Banque centrale et la Commission européenne. Afin de montrer le soutien populaire dont il bénéficiait, Alexis Tsipras organisa même un référendum qu'il remporta haut la main. Mais quelques jours plus tard, après avoir rencontré les représentants des institutions financières internationales, il revint sur l'intégralité de ses promesses et se rangea à toutes les exigences de la Troïka. Il fut alors victime des mêmes marchés financiers qui aujourd'hui nous préviennent, nous, la France, à notre tour. Soit nous votons comme ils l'entendent pour la préservation de leurs intérêts, soit nous votons mal, et alors ils interviendront directement sur la politique nationale, transformeront par le chantage nos nouveaux gouvernants en marionnettes, voire nous condamneront à un sort pire que celui des Grecs si nous nous obstinons à ne pas nous plier à leur volonté. Mais alors, la volonté de la finance, c'est-à-dire ceux qui détiennent notre dette et les titres de propriété des moyens de production, quelle est-elle ? Pour le coup, la réponse est assez simple. Elle veut pouvoir continuer à piller les richesses de notre pays comme elle le fait aujourd'hui. Continuer à délocaliser notre industrie et notre agriculture dans des pays à bas coût, faire circuler, sans frais, les capitaux, comme les marchandises produites au bout du monde, profiter d'une main-d'œuvre abondante et corvéable à merci, agglutiner aux portes de ces métropoles pour remplir
toutes les tâches de service non délocalisables, pouvoir faire main basse sur tous les secteurs d'activité potentiellement rentables encore gérés par l'État, se gaver d'argent public pour vendre une électricité intermittente concurrençant EDF, bref, continuer comme maintenant, mais en allant toujours plus loin, toujours plus vite. Le problème étant que, précisément, c'est cette attitude prédatrice de la finance qui a amené la désindustrialisation et l'appauvrissement du pays à l'origine de la crise politique actuelle, et que c'est en réaction à cette attitude, qui a été appuyée par tous les partis de gouvernement, de droite comme de gauche, depuis les années 1970, que les Français s'apprêtent aujourd'hui à renverser la table. Une réaction qui, bien sûr, pour la finance, est intolérable, car on le comprend aisément, indépendamment de ce que l'on peut penser de leur contenu ou de leur faisabilité, le programme du Rassemblement national, comme celui du Nouveau Front populaire, comportent tous deux des dispositions nettement moins favorables à la finance que celui porté par les dernières troupes d'Emmanuel Macron. Par conséquent, pour la finance, les choses sont claires. Soit nous reconduisons ceux qui ont été leurs complices volontaires ces 7 dernières années, soit nous élisons une majorité alternative. Et dans ce cas, ces représentants n'auront d'autre choix que de se plier à sa volonté, comme ce fut le cas pour Alexis Tsipras il y a 9 ans. Dans tous les cas, le 7 juillet au soir, c'est la finance et personne d'autre qui gouvernera la France. Mais alors, n'avons-nous aucun moyen d'échapper à cela? En fait, si. Mais pour cela, il ne suffira certainement pas de bomber le torse. Le chemin pour y parvenir est extrêmement étroit et semé d'embûches. Bien sûr, il y a des gens qui s'imaginent être malins en disant « il suffit de ne pas rembourser la dette ». Mais si nous décidions d'agir de la sorte, alors plus personne ne nous prêterait de quoi combler nos déficits. Et alors, la France s'effondrerait. Pour se libérer de la tyrannie de la finance, il faut être en mesure d'échapper à son chantage à la dette. Et pour cela, il n'y a qu'un moyen. Il faut que l'État français soit à nouveau en mesure de se financer par ses propres moyens, sans avoir à quémander chaque année de quoi combler son déficit auprès des marchés financiers, trop heureux de nous fournir notre dose en échange de la docilité de nos gouvernants. Pour échapper à la finance, il faut commencer par être en mesure de se passer d'elle et de ne compter que sur nous-mêmes, et donc de retrouver un équilibre budgétaire dans la durée. Ce n'est qu'à ce prix que nous serons à nouveau maîtres de notre destin, libres de nos choix en tant que nation, libres même de définir quelle portion de la dette mérite effectivement d'être remboursée et quelle portion, contractée par des traîtres ayant agi au nom de la France sans nous consulter et avec seulement en tête les intérêts des créanciers, ne le mérite pas. Retourner à l'équilibre. Facile à dire, nous direz-vous, quand on sait que tous les gouvernements le promettent depuis 50 ans. C'est que pour les économistes et intellectuels médiatiques, il n'y aurait que 2 moyens d'y parvenir en apparence logiques. Soit augmenter les recettes de l'État en augmentant les taxes et les impôts, soit diminuer les dépenses de l'État en taillant dans ses budgets. 2 axes qui, chez les politiques, se transforment pour devenir socialement acceptables en augmentation des impôts des plus riches d'un côté et en diminution des dépenses inutiles de l'autre. Encore faut-il savoir ce qu'on met derrière riche et derrière inutile, mais c'est une autre question. Le problème, c'est que chacune de ces 2 propositions se trouve rejetée par le camp d'en face, chaque fois avec des arguments qui pour le coup tiennent la route. Pour les partisans de la baisse des dépenses, la hausse d'impôts pour les plus riches se traduirait dans un marché ouvert par des destructions d'emplois et des fuites de capitaux vers l'étranger. Et pour les partisans de la taxation des riches, la chasse aux dépenses de l'État se traduirait par un affaiblissement des mécanismes qui précisément ont permis de rendre moins douloureux le chômage de masse et la précarité consécutive aux politiques menées en faveur de la finance ces dernières décennies. Et de fait, les 2 camps ont raison, mais uniquement dans leur critique du camp d'en face. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre l'impôt plus équitable ou éviter que l'argent public soit dépensé n'importe comment. Au contraire, il s'agit ici simplement de pointer du doigt le fait que tous ces raisonnements comprennent un angle mort absolument énorme, en oubliant dans leurs calculs pour parvenir à l'équilibre la possibilité d'augmenter la richesse globale sur laquelle l'État prélève sa part. Et c'est là que le bât blesse chez absolument tous les partis qui prétendent s'éloigner de l'orthodoxie financière.
Aucun ne semble avoir de plan pour relancer la production de richesses dans notre pays. La plupart du temps, cette question n'est même pas évoquée. Et les très rares fois où elle l'est, c'est d'une manière qui est très loin d'être sérieuse. Mardi 25, au fil d'actu, nous avons écouté attentivement, parce que cela fait partie de notre travail, le débat proposé par TF1 entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard. À aucun moment, cette question de la relance de la production n'a été posée par les journalistes. Elle n'a été évoquée qu'une seule fois, l'espace de quelques secondes, en l'occurrence par Jordan Bardella, évoquant la nécessité d'une électricité abordable pour rebâtir un pays de producteurs. Effort honorable, mais on doute fort que cela suffise à inverser le mouvement des délocalisations, à l'origine de la disparition quasi totale de notre industrie, entamée il y a 50 ans, soit curieusement à peu près au moment où la France a commencé à s'endetter auprès des marchés financiers. Et nous en revenons toujours là. Pour ne plus subir, la France doit produire. Produire la base matérielle qui lui permette de répondre aux besoins de sa population. Produire la richesse dont on pourra ensuite se demander comment il faut la répartir, au lieu de multiplier comme aujourd'hui les transferts sociaux pour au final irriguer la croissance des pays où se trouvent aujourd'hui les usines qui n'existent plus ici. Et tant que personne à la tête des partis aspirant à nous gouverner n'aura intégré cela, aucun Premier ministre, qu'il ait pour nom Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Jean Lassalle ou Thibault InShape, ne sera en mesure de tenir tête à la finance et donc ne sera en mesure d'appliquer le programme pour lequel les Français auront voté. Tant qu'aucun parti n'acceptera cette vérité élémentaire, que c'est la réalité matérielle qui contraint tout le reste, et que cette réalité matérielle est intimement liée à nos capacités à produire, alors la France restera sous la coupe de la finance, des marchands d'argent, des mêmes qui nous ont pillés, continuent de nous piller et s'arrangent d'ores et déjà pour nous piller encore demain. Tant que personne parmi les politiques ne comprendra l'importance de ces questions, c'est de fait la finance qui continuera de gouverner notre pays. Alors bien sûr, il serait facile de conclure de tout cela que l'élection législative à venir ne sert à rien. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a quelques semaines, alors que la campagne des européennes battait son plein et que le Premier ministre Gabriel Attal débattait sur le plateau de France 2 avec Jordan Bardella, nous disions ici même qu'il était préférable d'être gouverné par des personnes au projet mal défini que par des personnes travaillant ouvertement, comme c'est le cas aujourd'hui, contre les intérêts de la France, main dans la main avec ceux qui nous pillent. Ce qui était vrai alors l'est encore aujourd'hui. La priorité de cette élection reste donc toujours la même. Balayer la Macronie, lui infliger la défaite la plus lourde possible, de manière, d'une part, à ce qu'elle ne s'en relève pas, et d'autre part, à montrer à la finance que nous ne sommes pas prêts à accepter son odieux chantage. Si nous arrivons à faire cela, ce sera déjà une grande victoire. En revanche, ce ne sera certainement pas la fin de nos ennuis et ceux qui vous disent le contraire sont soit idiots, soit malhonnêtes. Mais débarrassé de la Macronie, le pays aura franchi une étape importante de son histoire. Lui restera encore à faire éclore, pour pallier les manquements de ceux qui risquent fort de décevoir, un projet digne de ce nom, à même d'assurer sa libération et sa nécessaire reconstruction. Voilà le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, en espérant que cette vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair, à vous et tous ceux dans votre entourage à qui vous la montrerez et avec qui vous en discuterez dans cette période particulière de crise de régime dans laquelle nous sommes plongés ensemble, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Croyez-le bien, nous sommes désolés d'avoir dû faire cette vidéo. Nous aurions très largement préféré pouvoir vous dire « Le 8 juillet, machin ou bidule sera Premier ministre et tout ira mieux ». Mais ici, nous considérons les gens à qui nous nous adressons comme des adultes responsables et nous nous sommes jurés de vous dire la vérité, de vous aider à décrypter le réel, aussi inconfortable puisse-t-il être, et pas de nous faire les relais d'un tel ou un tel. Nous l'avons dit et redit, nous le rappelons à chaque nouvelle vidéo, nous sommes 100% indépendants. Ce qui veut dire que nous ne sommes certainement pas objectifs, car l'objectivité n'existe pas, mais que nous ne roulons pour personne, sinon pour le pays,
parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et servir le pays dans le contexte actuel implique de dire les choses comme elles sont, et pas de vous bercer d'illusions. Un avenir meilleur adviendra, mais pour y parvenir, le chemin est encore long. Cela ne signifie pas qu'il faut être passif, mais bien qu'il faut agir tout en restant lucide, en espérant que notre travail y contribue, ne serait-ce que modestement. Alors nous vous le disions en début de vidéo, si notre analyse vous a paru pertinente, éclairante ou simplement intéressante, nous vous invitons à soutenir notre travail à hauteur de quelques euros par mois en vous rendant pour cela sur notre page Tipeee de financement participatif que vous trouverez en lien sous cette vidéo. Vous vous en doutez, étant donné les analyses qui sont les nôtres, on ne peut compter sur personne pour nous financer, ni sur un riche mécène, ni sur des sponsors, ni évidemment sur l'État. Ce serait de toute façon hors de question. Nous ne pouvons compter sur personne, sauf sur vous, notre public, sans qui cette chaîne n'existerait tout simplement pas. Ce mois-ci, vous êtes plus d'une 60aine de nouveaux tipeurs à avoir rejoint l'aventure du fil d'actu, à avoir souhaité apporter votre pierre à l'édifice. Et nous vous en remercions infiniment, les nouveaux tipeurs, comme bien sûr les anciens. Encore une fois, c'est grâce à vous que nous pouvons faire ce travail. Et encore une fois, merci de nous offrir cette possibilité, surtout en ces temps difficiles. Et si vous aussi, vous voulez compter parmi les contributeurs du fil d'actu, et bien sûr que vous en avez les moyens, il vous suffit donc de vous rendre sur notre page Tipeee, de choisir le montant et la régularité de votre soutien et de vous laisser guider. On vous dit merci d'avance et bienvenue à bord. Pour le reste, on vous le rappelle, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Et comme YouTube a tendance à parfois oublier d'envoyer des notifications, même quand vous avez activé la cloche, on vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux X, Facebook et Instagram pour plus de sécurité. N'hésitez pas non plus à nous laisser un pouce bleu et un commentaire sous cette vidéo, ça fait plaisir, ça améliore le référencement et c'est toujours un plaisir de vous lire. Dimanche, on balaye la Macronie et on se retrouve très vite pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.